Bonjour à tous. L'abstention sera-t-elle la grande gagnante des régionales et départementales en Guadeloupe? Comment mobiliser l'électorat et autour de quel discours? Où se situe désormais l'humain dans le débat politique? Christelle Nanor, tête de liste de la région au service du peuple, est l'invitée de Franc-Parler. Bonjour Christelle Nanor. Bonjour Monsieur Fendere. Alors, candidate au régional, comment réagissez-vous à toute cette agitation judiciaire qui vise une partie de la classe politique locale? Très bonne question. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que la justice va faire son travail parce que personnellement, je n'ai pas connaissance de l'intégralité des éléments qui sont dans les dossiers. Donc, et de toute façon, je ne suis pas juriste, donc je n'ai aucune opinion à donner. La seule chose qui m'intrigue, c'est que autant de personnalités publiques et donc qui sont censées nous représenter se retrouvent dans cette posture parce que du coup, je pense que ce n'est pas pour leur image et pour l'image des Guadeloupéens quelque chose de positif. Donc, ça me gêne, mais bon, on aspire à ce que les choses puissent rapidement être dévoilées, que si les choses doivent aller plus loin, ben, que la justice fasse son travail. Et qu'ensuite la population guadeloupéenne saura au moment voulu, c'est-à-dire durant les 20 et 27 juin, ben, sanctionner ses comportements. La justice doit donc faire son travail même en période électorale? Tout à fait, bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas de date précise ou favorite pour que la justice fasse son travail. C'est parce que justement elle s'autorise de le faire pendant cette période électorale d'ailleurs que ça prouve bien que la justice ne fonctionne pas en étant calée sur le calendrier électoral, mais uniquement calée sur l'avancement des dossiers et des procédures. Très bien. Nous sommes là pour parler de votre liste, la Guadeloupe Consciente en Action, la région au service du peuple, respect, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Bon, pourquoi? Alors la région au service du peuple, purement et simplement parce qu'il est plus que temps que la région se mette au service du peuple. Elle, selon nous, se met au service un petit peu trop de certains pouvoirs économiques, des élus. On a toujours entendu ce même discours, les élus travaillent pour eux, ils travaillent pour leurs amis, ils travaillent pour les copains. Donc il faut impérativement qu'on arrête avec ce type de discours. Et pour cette raison, ben, la région au service du peuple, pour que la population guadeloupéenne sache que les décisions qui seront prises seront faites pour qu'ils puissent en tirer le bénéfice, parce que c'est comme avec leur argent, leur impôt, qu'on finance toutes ces décisions. Donc il est impératif que le retour sur investissement soit présent. Très bien. Votre volonté est d'incarner une nouvelle offre politique en Guadeloupe? Tout à fait, bien sûr. Revenir finalement à l'essentiel de ce que la politique devait être initialement, c'est-à-dire mettre l'humain en centre des préoccupations et s'occuper concrètement de satisfaire les besoins de chaque Guadeloupéenne et de chaque Guadeloupéen. C'est vraiment ça la motivation qui nous emmène aujourd'hui à être présents. Une nouvelle offre politique autour de quel axe idéologique? Est-ce qu'il faut encore parler d'idéologie aujourd'hui? Je pense que oui, je pense qu'il faut que chaque personne puisse croire en quelque chose. Quand on ne croit en rien, ben, du coup on ne se bat plus, on ne s'engage plus, on ne s'investit plus. Donc il faut impérativement croire en quelque chose. Donc nous avons une vision qui est très simple de réussite, d'émergence, de transformation et d'ouverture de notre territoire pour nous-mêmes, pour qu'on puisse avoir enfin une Guadeloupe qui se soucie de son peuple et qui œuvre, qui travaille à son évolution, à son développement purement et simplement. Donc, la droite, la gauche, le centre, les extrêmes, ça n'a plus de sens? Peut-être pour certains, pour moi ça n'a pas de sens. Après c'est la réflexion qui compte, c'est le projet qui compte, c'est ce qui est bon pour la population purement et simplement. Donc je pense que l'idée peut sembler être gauchiste, peut sembler être de droite. Ce qui est important, c'est que le résultat qui est attendu et qui est obtenu par la population guadeloupéenne satisfasse à ses besoins. Si vous êtes candidate avec votre équipe, c'est que vous avez fait le constat d'une Guadeloupe que vous estimez dans quel état? Ben, la Guadeloupe est dans un état, je ne vais pas dire pitoyable, puisque quand même il y a des choses qui fonctionnent, on arrive quand même à vivre sur notre territoire, mais un état qui n'est pas digne d'un territoire qui se veut développer, qui n'est pas digne du 21e siècle dans lequel nous vivons, qui n'est pas digne des attentes de la population. Donc on veut en fait être en mesure d'équilibrer vraiment la satisfaction de la population face aux différentes décisions qui seront prises. Qu'il n'y ait pas d'écart entre les deux, c'est l'objectif qui est impératif d'atteindre. L'équipe régionale sortante aurait dû faire mieux? Oui, bien sûr. Dans quel domaine? Dans un peu tous les domaines. Alors déjà, sur le domaine bien évidemment économique, ce n'est pas normal que l'institution se contente de faire du saupoudrage d'argent public. Il y a une chose à laquelle je pensais avant de venir ici, c'était l'année dernière, il y a eu un problème de sécheresse, comme on sait de toutes les manières que chaque année il y a la sécheresse, puisqu'on est en période de carême, et après on a l'hivernage qui nous permet de souffler un peu.
Mais de donner par exemple 1 million d'euros aux éleveurs l'année dernière pour qu'ils puissent acheter de quoi nourrir leurs bêtes, sur le coup, oui, c'est une bonne chose, c'est une bonne idée, c'est pallier à l'urgence. Mais derrière, pourquoi est-ce qu'on ne revient pas sur ce problème en se disant, bon, ça va revenir l'année prochaine, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour résoudre ce problème de façon durable? C'est là que la gouvernance est censée agir, c'est là que les élus sont censés rentrer dans ce travail de concertation avec les éleveurs, en l'occurrence dans cet exemple, pour vérifier de quoi ils ont besoin, quelles sont les causes de leurs problématiques et répondre à ces problématiques pour que le problème, même quand il va se représenter, qu'on sache quoi faire, que ce soit un automatisme et que cet automatisme ne soit pas « je sors le carnet de chèque et je paye 1 million ». Et que faut-il mettre en œuvre, Christelle Nanor, pour relancer l'économie afin d'éviter les défaillances d'entreprises en cascade, les licenciements liés à cette crise du Covid? Et d'une manière générale, que proposez-vous dans le domaine économique? Alors d'une manière générale, ce qu'on propose, c'est d'aller vers de la réindustrialisation de notre territoire. Et donc d'ailleurs, pour ça, j'ai ramené mon petit pot de sauce. Donc mon petit pot de sauce, j'ai une question à vous poser. Combien d'emplois pensez-vous qu'il faut créer pour créer ce pot de sauce? Bon, mais je ne m'attendais pas à être interrogé. On a inversé les rôles. Bon, je vais me lancer. Combien d'emplois? Combien d'emplois faut-il créer pour créer ce pot de sauce? Il n'en faut pas tant que ça. Allez, entre 3 et 5. Entre 3 et 5, d'accord. Personnellement, j'ai trouvé qu'il fallait 280 emplois. Je m'explique. Dans ce petit pot... Parce que je peux vous en faire de la sauce. Dans ce petit pot, il n'y a pas de souci. Mais dans ce petit pot, en fait, ce qui se passe au niveau industriel, en tout cas, dans ce petit pot, on a la liste des ingrédients. Il y a 10 ingrédients qui composent ce petit pot. Et chaque petit pot, dans sa proportion industrielle toujours, chaque composant doit donner naissance à une entreprise industrielle qui elle-même fournira l'entreprise qui fabriquera ce petit pot. Donc on a de la tomate, de la viande bovine, des légumes, de l'huile, du sel, de l'amidon, du vin blanc, des épices et des aromates, le bocal, le couvercle et l'étiquette. Ouais. Et quand on a tout ça, on a un pot. Et donc du coup aujourd'hui sur le territoire guadeloupéen, nous avons quoi? La tomate, la viande bovine et l'amidon qu'il faut développer puisqu'aujourd'hui on produit mais pas dans des quantité pour satisfaire une entreprise industrielle. Nous avons les légumes, l'huile, le sel et les plantes aromatiques, le bocal, les étiquettes pour lesquelles il faudra créer de nouvelles entreprises. Donc sur les 10 fournisseurs qui sont nécessaires à cette entreprise pour fabriquer ce produit, j'en ai listé 6 qui aujourd'hui manquent dans le paysage économique de notre territoire. En moyenne, il faut une quarantaine de personnes pour faire fonctionner une entreprise industrielle puisque nous avons besoin de personnel administratif, de personnel comptable, d'ingénieurs en agrotransformation, d'ingénieurs en mécanique pour créer, pour installer et s'assurer de la maintenance des chaînes de fabrication, des commerciaux, des chefs d'équipe, des ouvriers, des chauffeurs et du personnel d'entretien. Quand on a toutes ces personnes dans c'était une taille artisanale. Hein, c'était une taille artisanale. Ah non, j'ai bien précisé, industrialisation de la Guadeloupe. Donc du coup, on est sur quoi? On est sur 240 emplois à créer pour créer les entreprises qui vont fournir la société qui va produire. Et la société qui va produire aura besoin au moins d'une quarantaine de personnes. Donc ça, c'est votre modèle. Donc on est à 280 salariés. C'est votre modèle économique? C'est le modèle économique. C'est le modèle économique quand on pense macroéconomie et que l'on voit qu'une entreprise installée, elle a des partenaires qui sont publics comme des partenaires privés. Et donc ces partenaires privés qui rentrent dans la composition de notre produit quand on veut faire de l'agrotransformation sont indispensables et eux-mêmes créateurs et pourvoyeurs de richesses et d'emplois. Et c'est ce vers quoi il faut tendre? Tout à fait. En Guadeloupe? Tout à fait, bien sûr. Et on fait comment? Eh bien, on fait comment? On vote pour la région au service du peuple et comme ça, la région au service du peuple va accompagner les porteurs de projets, accompagner les entreprises existantes qui pourraient se développer, aller sur de nouvelles, pas de nouvelles filières, mais sur de nouveaux produits à proposer. En tout cas, s'ouvrir, recruter, dynamiser cette économie, ça passe par des investissements, de la confiance qu'on va porter bien évidemment aux porteurs de projets et aux investisseurs et un vrai travail de conscientisation de la population sur l'importance de la consommation locale, sur l'impact économique, l'impact environnemental et l'impact sociétal et humain que les décisions de choix de consommation auront sur le territoire. Quels sont les autres axes forts de votre programme? Alors je pense que tous les axes sont très forts dans notre programme. On a envie de vraiment s'occuper de tous les domaines qui concernent la vie humaine et la vie du citoyen guadeloupéen. Donc nous pouvons lister après l'économie les actions sociales. Nous pouvons aussi penser bien évidemment au transport. Il est impératif que l'on s'occupe de ça. Puis il y a l'énergie qui est très importante parce que dans notre volonté de développer l'économie du territoire, il faut impérativement avoir de l'énergie. Toutes ces machines dans les entreprises industrielles ne vont pas fonctionner à l'énergie
l'énergie gratuite de l'air, j'ai envie de dire. Donc du coup, aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs responsables au sein de la région au service du peuple de porter le projet de géothermie de M. Bougré. Il nous a fait l'honneur de nous confier cette responsabilité puisqu'il ne voulait pas faire confiance aux autres équipes, mais à nous, oui. Donc du coup, nous avons l'intention effectivement d'accompagner, de se porter ce projet pour que cette centrale, cette nouvelle centrale puisse voir le jour. Elle sera en capacité de générer une énergie qui est propre, une énergie qui est constante, beaucoup plus fiable que l'énergie solaire ou bien l'énergie éolienne, puisque quand il n'y a pas de vent, qu'on a une panne d'alizé, ben, il n'y a pas d'énergie. Quand il pleut et qu'il y a une couverture nuageuse et pas de soleil, on a encore des baisses de production d'énergie. Donc on veut l'accompagner dans cette démarche. Nous voulons aussi accompagner la société Énergie Antilles. C'est une entreprise qui est en grève depuis déjà 1 an. Il faut que les Guadeloupéens le sachent parce que l'institution régionale n'a pas fait son travail. Il a fallu une grosse grève de départ pour revenir dans le plan pluriannuel de l'énergie. Aujourd'hui, ils ont été remis dedans, mais il n'y a personne qui pousse le dossier pour que le ministère de la Transition énergétique puisse leur redonner leur autorisation à produire. Donc il y a une entreprise qui est fermée, qui a à peine une dizaine d'années, tous les équipements sont neufs, les équipes sont là, mobilisées et personne ne s'en occupe. Et en plus, cette équipe, qui est vraiment une équipe talentueuse et qui a beaucoup d'intelligence, ils veulent également créer de l'hydrogène. Et avec ça, ils vont pouvoir faire fonctionner nos véhicules. Donc avoir le pouvoir, finalement, un vrai pouvoir sur l'énergie de notre territoire, c'est le pouvoir de gouverner, de gérer, d'administrer et d'orienter son développement, de rendre les véhicules plus sains, moins polluants, d'améliorer la condition de vie des citoyens guadeloupéens. Enfin, quand on imagine un peu tous les ricochets positifs en cascade que ces décisions politiques pourraient avoir, il faut vraiment qu'on se bouge et qu'on y aille, franchement. L'expérience politique s'acquiert et ce n'est pas forcément un gage d'efficacité, c'est ce que vous dites ? Moi, je pense que l'expérience politique, comme toute expérience, ça s'acquiert, ça c'est sûr. Après, il y a politique et politique. Lorsque j'entends des personnes qui ont 20, 30, 40 ans de politique derrière elles, quand je vois leur bilan, je ne peux pas estimer que l'expérience d'avoir passé beaucoup de temps finalement dans le paysage politique soit forcément un gage de réussite et de travail efficace pour la population guadeloupéenne. Donc moi, je ne cherche pas à conquérir de l'expérience politique, je cherche à mettre qui je suis et ce que je peux apporter, et mon équipe est dans la même démarche, pendant un temps, à l'ensemble de nos pays. Partant de là, comment inspirer confiance en politique aujourd'hui ? Ça, c'est c'est la question qui vaut, j'ai envie de dire, la gouvernance régionale. Je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Comment inspirer la confiance ? Moi, j'ai les mêmes outils que tout le monde. J'ai ma bouche, j'ai mon intelligence, j'ai ma bonne volonté, ma foi dans ce que je fais. C'est ce que j'offre, c'est ce que mon équipe, elle offre aujourd'hui. Donc, on a par contre cette crédibilité. C'est que, comme justement, on n'a pas de casserole, comme justement, on n'est pas connu des services judiciaires, qu'on arrive avec des personnes qui sont pleines de bonne volonté et qui ont envie purement et simplement de faire un bon travail, et bien du coup on est vraiment dans la démarche, je pense, d'inspirer de plus en plus confiance parce que notre discours il est clair, il est simple, il est réfléchi. On n'est pas venu là comme un cheveu tombé sur la soupe en disant nous rêvons petit carré. Non, on est venu en préparant nos dossiers, en préparant notre équipe, en se préparant psychologiquement pour être en mesure de répondre aux questions et d'inspirer cette confiance. La Guadeloupe a besoin d'une respiration démocratique, d'un vent de renouvellement, même partiel ? Il faut commencer peut-être par un renouvellement partiel, mais après, si un renouvellement global, ce serait encore mieux. Je pense, et c'est mon rêve, bien évidemment, il faut avoir des rêves pour pouvoir avoir cette énergie, ce carburant pour pouvoir s'engager, s'investir. Je rêverais, oui, d'une Guadeloupe où les élus comprendraient l'importance de leurs mots, l'importance de leur présence, l'importance du rôle qu'ils ont à jouer et que, effectivement, cette confiance dont on parlait tout à l'heure soit naturel en fait. Je choisis un candidat parce qu'il me fait des propositions qui sont intéressantes et dans lesquelles je me retrouve et dans lesquelles je pense que l'intégralité de la population va se retrouver et ensuite je lui fais confiance et ma confiance n'est pas trahie parce qu'au final les résultats que j'attends sont au rendez-vous. LGCA, la Guadeloupe Consciente en Action, a vocation à prendre part au débat public au-delà du scrutin régional ? Autre certainement, un parti politique, quand il est créé, c'est justement pour remplir ce rôle. Donc nous allons... C'est pas one shot ? Non, du tout. Nous allons non seulement utiliser ce parti qui est aussi une association créée sous la loi 1901 en tant qu'association pour qu'elle puisse œuvrer au plus près des Guadeloupéens, mais nous souhaitons bien évidemment avoir d'autres élus parce qu'on ne veut pas créer le système hégémonique, mais on veut que...
celles et ceux qui aujourd'hui sont peut-être timides, réservés, qui restent de leur côté parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les autres organisations politiques, se disent il y a cette nouvelle organisation qui a un discours différent, une posture différente et qui veut faire les choses autrement. Si je me retrouve dans ça, alors que moi, mon inspiration, c'est juste d'être maire de ma commune parce que j'aime la proximité et je vois ce que je pourrais faire, qui se disent, eh bien, avec la Guadeloupe Consciente en Action, je pourrais le faire. Donc, on n'est pas dans une démarche à dire qu'on va conquérir les communes, c'est pas ça du tout, mais que les femmes et les hommes qui veulent œuvrer dans cette échelle ou une échelle plus grande avec les élections législatives ou sénatoriales soient en mesure de se dire j'ai ce parti qui est beaucoup plus ouvert, dans lequel je me reconnais, qui a cette volonté de mettre l'humain au centre des préoccupations. Si ça les intéresse, ils peuvent venir et ils auront le soutien nécessaire pour pouvoir aller dans cette démarche. Parfait. On l'a dit, le contexte est particulier pour ces élections. Il sera néanmoins possible d'organiser des réunions publiques avec une jauge de 50 personnes et à l'extérieur. C'est une bonne décision? Oui, c'est une bonne décision. De permettre à la démocratie de vivre. Oui, tout à fait. La démocratie doit vivre, comme il serait temps aussi que la culture puisse revivre, comme enfin l'intégralité de la société, quoi, tout simplement. On a besoin de faire autre chose. On a besoin de ne pas rester focalisé uniquement sur le Covid et de continuer à garder nos vies en pause. Il faut impérativement que la vie reparte, qu'elle redémarre, parce que nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de ce lien social et de pouvoir, ne serait-ce que lors des réunions, croiser d'autres personnes, échanger avec elles, ça a un effet extraordinaire sur le bien psychologique de chaque individu. Comment comptez-vous faire campagne d'ici au 20 juin et après, éventuellement? Eh bien, avec les moyens qui sont à notre disposition, avec le soutien de celles et ceux qui sont avec nous, au sein de notre équipe, de tous ceux qui gravitent autour de nous, on peut rien faire seul. Et je trouve que de toute manière que seul, c'est jamais très intéressant. C'est beaucoup plus intéressant, plus stimulant d'avoir autant de personnes que possible autour de soi. Donc, nous avons des personnes qui vont travailler et qui ont déjà commencé à œuvrer sur le terrain. Nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux. Grâce à des émissions comme la vôtre, j'ai l'honneur et le plaisir de pouvoir échanger aussi sur les médias et donc de diffuser encore plus largement. Donc, c'est toutes ces petites choses qui vont apporter un résultat et je l'espère concluant, non pas pour moi ou mon équipe, mais pour la population guadeloupéenne. Christelle Nanor, où se situe l'humain dans le débat politique actuellement et comment en faire vraiment, puisque c'est votre credo, une réalité? Alors l'humain est beaucoup dans les mots aujourd'hui par rapport aux autres candidats qui soudainement se sont découverts humanistes. On a beaucoup entendu de personnes se prétendre humanistes alors que je rappelle que la Guadeloupe Consciente en Action est le seul parti humaniste du territoire. Et où se situe finalement le Guadeloupéen? Je pense que le Guadeloupéen aujourd'hui est dans une impasse à se demander justement je fais quoi pour ces élections, qu'est-ce que je vais bien pouvoir choisir, parce que on a trop de réchauffés d'une part, on a trop de candidats qui sont dans une démarche à vouloir se vendre autrement que ce qu'ils sont déjà. Quand on vous connaît déjà largement, il ne faut pas essayer de se transformer maintenant. On se transforme sur le long terme et on évolue. Mais la transformation à 3 semaines, 1 mois des élections, personne n'y croit. Donc c'est justement quand on ne manque pas de respect à son peuple, et c'est pour ça que notre liste s'appelle Respect, quand on ne manque pas de respect à son peuple, on est comme on est, et on se vend comme on est, brut de décoffrage, sans chercher à se transformer et à tout bouleverser à quelques semaines des élections. Ce n'est pas la bonne démarche et je pense que ça envoie des messages qui sont très contre-productifs. Votre définition de l'humanisme tel qu'il doit se décliner en Guadeloupe? L'humanisme en Guadeloupe ou ailleurs, j'ai envie de dire purement et simplement de respecter son peuple, œuvrer, agir avec bienveillance, avec la foi dans ce que l'on réalise et en concertation perpétuelle avec l'ensemble de la population, des acteurs économiques, des acteurs sociaux, des acteurs culturels. On ne peut en aucune manière penser que les élus sont des savants qui savent tout, qui, dans leur bulle, enfermés dans les hautes sphères, sont en capacité de produire tout ce qui est nécessaire pour le reste de la population. Non, moi je pense que, et c'est comme ça que nous allons faire notre gouvernance, nous allons créer davantage de commissions, mettre moins d'élus dans les commissions et plus d'acteurs de l'extérieur pour qu'ils soient en mesure de ramener cette expérience de terrain, leurs conseils, les suggestions, les demandes, pour que nous sachions exactement de quoi ils ont besoin. Et comme ça, l'action publique, l'action politique sera
efficace parce qu'elle sera portée par les acteurs mêmes qui sont venus du terrain. Et donc ça, c'est faire de la vraie politique. On n'exclut pas les autres, on ne les éloigne pas. Au contraire, l'institution régionale doit être de plus en plus proche parce qu'elle a trop d'argent à mettre sur le territoire pour mal le jauger, mal l'exploiter parce qu'elle se renferme sur elle-même et qu'elle décide de façon unilatérale. On n'a pas parlé du dossier de l'eau. Ah, le gros dossier de l'eau. Alors sur l'eau, nous avons exprimé notre volonté d'aller vers la suppression de l'octroi de mer et de la remplacer par une TVA locale. Bien évidemment, c'est le bout du chemin. Ça veut dire qu'il y a des possibilités de transformer l'octroi de mer en TVA locale. Donc on va d'abord essayer de passer par cette solution. Pourquoi? Parce que cette solution nous permettrait de récolter plus de 800 millions d'euros de nouvelles recettes sur le territoire. Et la répartition de ces recettes, ce serait 300 millions d'euros pour l'ensemble des collectivités, 217 millions d'euros pour l'eau et le reste sera géré par l'institution régionale pour les autres projets, en l'occurrence encourager et dynamiser concrètement le développement économique de notre territoire. Donc 217 millions d'euros, 100 millions pour l'eau, enfin 217 millions d'euros pour le SMO plutôt, 100 millions pour l'eau, 100 millions pour l'assainissement, 17 millions pour assurer le budget de fonctionnement, donc c'est-à-dire payer les salaires et les charges salariales. Nous avons aujourd'hui un plan de relance, un plan d'urgence, qui a été mobilisé en 2018, payé à moitié par le conseil régional et le conseil départemental. Et en 2021, donc 3 ans après, les travaux ne sont pas terminés, ce qui veut dire qu'on n'a pas encore fini d'utiliser l'ensemble de ces moyens. Donc avec 100 millions d'euros par an de collecter, nous allons être en capacité de collecter plus d'argent et plus vite l'argent que nous arrivons à le dépenser dans les travaux. Oui. Il faut impérativement libérer la population qui, elle le dit, elle a déjà payé l'eau, elle ne veut plus payer l'eau. Et puis il y a des factures exorbitantes. J'ai vu une femme avec une facture de 50 000 euros. Elle est seule chez elle dans un appartement. Comment est-ce que c'est possible et comment une entreprise peut envoyer une facture à une personne vivant seule sans se poser la question? C'est quand même pas une entreprise industrielle, c'est pas une entreprise de production d'eau. Alors, il y a quand même un petit peu de bon sens, il y a un petit peu de respect là aussi à avoir vis-à-vis de la population guadeloupéenne. Très bien. Certains proposent de supprimer l'octroi de mer sur l'eau. Vous proposez de continuer à taxer, mais autrement. Ah non, je ne veux pas qu'on supprime. Enfin, il faut supprimer l'octroi de mer sur l'eau dans l'immédiat parce que c'est une aberration de payer l'octroi de mer sur l'eau. Mais il faut en fait modifier l'octroi de mer. L'octroi de mer aujourd'hui est payé par les entreprises et les entreprises avancent de la trésorerie sans avoir l'assurance de vendre tous les produits. Et donc, elles doivent récupérer cet argent. Changer l'octroi de mer reviendrait à faire passer cette taxe comme sur une TVA, c'est-à-dire sur l'étiquette de caisse, c'est-à-dire que le consommateur paierait directement l'octroi de mer, donc il verrait, il y aurait cette transparence sur où je paye de l'octroi de mer, sur quoi je paye de l'octroi de mer et combien je paye de l'octroi de mer. Et chacun saura à hauteur de combien il finance l'institution régionale et l'ensemble des collectivités. Que dites-vous aux électeurs guadeloupéens en guise de conclusion, Christelle Nanor? En guise de conclusion, j'ai envie de leur dire que la liste respect veut enfin que l'institution régionale respecte les deniers publics, respecte les engagements et les promesses politiques électorales qui sont formulées, respecte la population guadeloupéenne, respecte notre territoire. Et donc, comme nous savons qu'au-delà de l'amour, que de toutes les manières qui est naturel, je ne peux pas dire que je suis une Guadeloupéenne et que ne pas aimer mon pays. Tout le monde aime la Guadeloupe et c'est parce que nous aimons notre territoire qu'aujourd'hui nous devons aller plus loin dans la démarche de respect. Donc, je les appellerai à voter et à faire voter massivement pour la liste de la région au service du peuple. Merci à vous, Christelle Nanor, d'avoir été notre invitée dans Franc-Parler. Merci, M. Fenderi, c'était un honneur d'échanger avec vous. Merci à vous de nous avoir suivis et d'être fidèles à notre rendez-vous quotidien. On se retrouve très vite sur Éclair FM TV.